Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode. Et bienvenue au Conservatoire National des Arts et Métiers, au CNAM. Voilà. On salue Michel Bérat au passage qui doit nous regarder. Alors, depuis hier, puisqu'on est vendredi, puisque vous nous regardez en live, on est vendredi, depuis hier se tient une conférence très importante et c'est la première du genre sur l'Ethereum. Oui, et donc là, on va avoir la synthèse créative de tous les spécialistes qui se sont réunis au CNAM sur 4 amphithéâtres différents, 4 conférences en simultané que vous pouvez d'ailleurs suivre en live stream, parce que si vous êtes disponible, encore demain c'est demain, donc voilà, alors c'est complet, hein, donc ne revenez pas, c'est pas la peine sur place, mais suivez en ligne, il faudra réserver vos billets pour l'année prochaine maintenant, mais en tout cas, dès que vous allez parler blockchain, d'usage avec développement de smart contracts, d'applications, c'est l'endroit où il faut être. Bien, alors, qu'est-ce qu'on va voir dans cet épisode? Voilà, alors on a enregistré. Oui. Il faut le dire. On a enregistré quelques interviews. Voilà, qu'on va vous passer maintenant en direct, mais bon, elles ont été enregistrées il y a quelques minutes. Et là, il y a un petit peu moins de monde dans les coursives, il y a un petit peu moins de bruit et on est un petit peu plus tranquille. Voilà. C'est quand même ça l'avantage de pouvoir rester un petit peu tard. Merci le Conservatoire National des Arts. De fermer plus tard que 21h. Voilà, donc d'abord on va recevoir qui au début? Alors c'est Jérôme qui était venu. C'est Jérôme. Alors, Jérôme, il vient nous parler de l'événement. Il vient nous parler aussi de l'Asset, qui est l'association qui est derrière cet événement et qui l'organise. Pour la première fois, gros succès, il va nous donner le nombre de speakers, il va nous donner le nombre d'entrées, puisque comme vient de vous dire Mathieu, c'est plus la peine. Regardez les live streams demain si vous êtes intéressé par les différentes conférences. Il y en a à partir de 8h du matin. Alors le site c'est ethcc.io. C'est ça, et exactement. là vous avez le programme des conférences, 4 amphithéâtres au CNAM et 4 live streams. Et vous pouvez directement 4 live streams en simultané, donc il faudra choisir ce que vous voulez. Ouais, regardez, il y a aussi ensuite Thibaut qui viendra nous parler de c'est quoi la blockchain pour mieux l'expliquer, parce que c'est vrai que ça reste abstrait. Il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent, connaissent parfaitement son fonctionnement. Pour autant, voilà, au travers de cas d'usage simples, de quoi véritablement allons parler. Puis ensuite, on va parler ensuite beaucoup de cas d'usage concrets de personnes qui sont dedans. Partie financière, santé, Web 3.0, traçabilité. Donc je pense que là, on est sur un gros épisode blockchain. Disons que si vous n'avez pas compris après l'intervention de Thibaut, qui est relativement claire, il dit des choses simples, il part de notre présent, de notre connaissance un petit peu inconsciente de la blockchain parce qu'on nous parle de crypto-monnaie, etc. Et il introduit ce que les autres personnes que l'on a croisées, notamment Maxime, mais surtout, alors je crois que c'est Simon qui nous parle de cas d'usage de finance. Oui. Là, vous vous accrochez au rideau parce qu'il n'y a pas que les termes techniques blockchain, il y a aussi les termes financiers. Voilà. Donc, voilà. Mais je crois, puis après, à la fin de tout ça, parce que il y a Sajida, frère. Oui, alors il vient nous parler d'un cas d'usage de santé, c'est génial. Et franchement, là, vous allez prendre votre pied parce que ça, c'est une volonté. Moi, ce que je trouve très sympa dans cet event, c'est quand même qu'il y a une très belle énergie. Tout le monde est très positif. Et il y a vraiment des personnes qui ont un rêve, peut-être utopique, mais au moins qui est là et qui essaie de se matérialiser, de changer la face peut-être du monde dans une certaine mesure, en tout cas. D'entrevoir une manière de voir le monde. On n'est pas les seuls à le dire. Il y a quelque chose qui est arrivé à la fin du XXe siècle, ça s'appelait Internet, et ça a révolutionné le transfert de l'information. Tout le monde aujourd'hui regarde Wikipédia, personne n'a plus l'encyclopédie universaliste, etc. Et bien là, vous allez découvrir que finalement, d'après nous, la blockchain, ça va révolutionner cet Internet, ça va être le vrai Internet 3.0, l'Internet dont les transactions seront sécurisées, dont vos données seront vraiment maîtrisées par vous, dont vous serez les propriétaires. Bref, Sajida va vous en parler, Simon va en parler, Maxime va en parler, je crois aussi, dans d'autres cas d'usage. Bref. Et on fera la finale avec Alexandre qui nous a permis ce soir de nous retrouver directement sur cet événement. On a tout dit ? On a dit beaucoup de choses et on va maintenant laisser... on vous laisse directement en compagnie de tous nos invités et on se retrouve certainement à la fin pour une petite minute de live pour finir. Bye bye. Salut Jérôme. Salut. Bonjour. Merci de nous accueillir sur ton événement. Et merci à vous de nous donner l'occasion de votre présence. Je crois que tout se passe ici. Aujourd'hui, demain et après-demain, c'est ça sur 3 jours. Exactement. Paris bat au rythme de la crypto. Toute la communauté Ethereum est présente sur la capitale. On a des gens d'absolument tous les continents qui sont venus parler d'Ethereum pendant les 3 prochains jours ici au CNAM. Et donc, 3 jours sur l'Ether, sur les crypto-monnaies, mais pas que, parce que vous allez aborder plein d'autres sujets. Alors, c'est spécifiquement sur le protocole Ethereum, son développement, ce qui arrivera dans le futur, ce qui peut être amélioré, les différentes applications qui sont développées aujourd'hui, et toute la communauté de chercheurs, de développeurs, de businessmen
qui s'y intéressent. Voilà. Et peut-être des speakers qui viennent présenter des cas d'usage. Absolument, oui. On a parmi les 130 speakers qu'on a sur cet événement, à peu près 15% des gens qui viennent présenter des applications, mais qui ne sont pas simplement des use cases sur lesquels on cherche un proof of concept, mais déjà des applications qui vont rentrer en production. D'accord. Alors donc ça se passe à Paris, au Conservatoire national des arts et métiers, dans 4 amphis gigantesques qui peuvent accueillir chacun plus de 200 ou 300 personnes. C'est ça. Et vous avez fait le plein. On a fait le plein à peu Il y près a combien de participants? 1000 personnes environ. 1000 personnes. Et la particularité de cette conférence, c'est que c'est Ethereum Community Conference, donc c'est un événement communautaire. Donc on a un prix très bas et pas de profit puisqu'on est une organisation, loi 1901, qui organisons ça. Et la particularité, je disais, de cette conférence, c'est qu'on a à peu près une personne sur 10 qui est un speaker ici. Donc si vous voulez rencontrer des gens qui développent des choses sur Ethereum, vous êtes au bon endroit. Donc samedi, c'est ouvert de 8h30 du matin, je crois, les premières conférences jusqu'à 17h30. 17h30 à peu près, oui. De 8h à 8h, on vous sert le petit déjeuner. Ouais. Voilà. Sympa. Et ensuite, Sympa. jusqu'à Petit déjeuner offert. 17h30 à peu près, on fait des conférences dans les 4 amphis, comme vous l'avez dit. C'est la première édition. C'est la première édition, oui. Et donc c'est un carton plein. Enfin, on peut dire que c'est un carton Ben, plein. on a vendu tous les billets il y a 6 jours. D'accord. Et en plus des ateliers, enfin en plus des conférences que vous pouvez avoir dans les amphithéâtres, on a aussi une petite partie workshop. Si vous voulez mettre les mains dans le cambouis, avoir une petite formation hands-on comme on dit, vous avez aussi l'occasion d'avoir ce genre de formation à côté. Donc venez, ne venez pas en voiture. C'est une règle absolue. Venez en transport. Et globalement, donc demain, encore une fois, parce que on est vendredi, donc demain, samedi, vous pouvez participer toute la journée à cet événement. Il suffit de vous y rendre. On peut rentrer comment? On peut pas rentrer. On peut pas rentrer, il faut réserver en ligne. Les places sont vendues déjà. Les gens sont vendus, c'est tout complet. Mais oui, mais en revanche, on a un live stream sur les 4 amphithéâtres. Donc si vous voulez suivre la conférence, c'est possible. Vous pouvez, sans problème. Et si vous avez loupé cet événement, vous pouvez rentrer en contact avec l'Asset, A2S ETH, parce que notre association organise des meet-ups, des rencontres sur le thème d'Ethereum toutes les semaines à Paris et ailleurs aussi en France. On est intervenu autour de Rennes, autour de Toulouse, un peu aussi en Belgique. Donc on voyage et on donne l'occasion à n'importe qui, gratuitement, de venir parler à des experts de ce protocole et commencer à le développer avec nous. Donc Si, des live streams pour pouvoir se c'est rattraper. C'est complet. Et vous avez déjà engagé le process pour l'année prochaine, j'imagine. Ah bien sûr, en fait on est très content de ce partenariat avec le CNAM qui nous accueille donc au centre de Paris. Et sur Proof of Stake en particulier, on a eu le plus long talk jamais réalisé sur le de thème. combien? 2 heures avec le chercheur principal dans cette discipline qui est Vlad Zamfir. Donc 2 heures de Vlad Zamfir, vous pouvez le retrouver en vidéo. Et toute la matinée de vendredi, vous avez 4 heures de conférences sur comment on peut arriver à faire un passage à l'échelle d'Ethereum. Super. Bah, génial, on va maintenant passer à d'autres interviews. Merci de ta disponibilité de nous accueillir. Et puis on se retrouve tout de suite avec de nouveaux speakers. Et Mathieu, on reçoit maintenant Thibaut, qui est un Thibaut, tout petit peu plus grand que nous, comme on peut le constater à l'écran. Non, je rigole. Non, mais il est très grand Il est quand même. Il est très grand. Thibaut, début de ce live, en quelques mots, de manière simple, parce qu'il y a aussi des personnes qui regardent et qui ne connaissent strictement rien à blockchain. C'est quoi blockchain et c'est quoi Ethereum? Et le micro près de la bouche, comme ça, on entend bien. On va essayer de commencer très très simple. Ouais. Je pense qu'une bonne façon de penser au blockchain, c'est de penser au transfert de valeur sur Internet. Donc imaginons que je possède quelque chose sur Internet. Imaginons que j'ai une image sur mon disque dur. Et je vous envoie un mail avec cette image-là. On est d'accord que quand je vous envoie le mail, vous avez l'image, moi j'ai aussi l'image. Donc en fait, je ne suis pas capable de vous transférer la propriété de cette image-là. D'accord ? Oui. Et ça, c'est quelque chose qui est général en fait sur Internet. C'est très très facile de copier n'importe quel... De copier un contenu numérique. Voilà, un contenu numérique. Les majeures compagnies du disque en ont fait les frais. Voilà, c'est très très facile de copier tout et n'importe quoi. Et ça a toujours été le cas en fait depuis l'apparition de l'Internet. Et du coup, ce que l'Internet a fait, c'est que pour empêcher qu'on puisse tout copier, en particulier pour la monnaie, c'est-à-dire si vous envoyez de la monnaie sur Internet, pour qu'on puisse empêcher de copier, on est passé par des tiers de confiance. C'est-à-dire qu'on a dit, plutôt que vous envoyez de l'argent par mail, vous pourriez le copier par mail, on va plutôt utiliser une entreprise, donc on va dire PayPal ou une banque ou un tiers de confiance qui va se mettre au milieu et qui va dire dès que j'envoie le mail, plutôt que d'envoyer le mail
à la personne à qui je vais envoyer de l'argent. J'ai envoyé le mail à PayPal et PayPal va dire ah bah du coup lui je vais lui réduire sa balance de 5 € et je vais augmenter la balance de l'autre de 5 €. Donc en fait ce qu'a fait Internet, c'est résoudre ce problème de la double dépense en passant par des tiers de confiance. On a fait ça juste parce qu'on n'arrivait pas à faire autrement en fait. Et en fait ce qui s'est passé avec Bitcoin en 2008, c'est qu'on s'est retrouvé à réussir à faire exactement ça, c'est-à-dire empêcher le fait de copier quelque chose de numérique, mais en passant uniquement par de la technologie et sans passer par les tiers de confiance. Et en fait, ça c'est vraiment la racine de ce qui se passe sur la blockchain, c'est qu'on est capable en fait de transférer la propriété de quelque chose de numérique sans avoir recours à un tiers de confiance. Donc ça révolutionne la transaction. Ça révolutionne la transaction et ça révolutionne la propriété numérique en fait. Et la traçabilité de cette propriété. Alors la traçabilité vient en fait comme une conséquence de tout ça et en fait ça vient de la façon dont fonctionne Bitcoin. Donc la façon dont fonctionne Bitcoin ou les blockchains de manière générale, c'est que de façon à pouvoir savoir à qui appartient quoi, en fait on le dit à tout le monde. Donc en fait, quand moi je vais vouloir vous envoyer de l'argent, je vais dire je vous envoie un Bitcoin et tout le monde va voir ça et tout le monde va pouvoir dire ok, il faut réduire ma balance à moi de 1 Bitcoin et il faut augmenter votre balance à vous de 1 Bitcoin. Et vu que tout le monde peut le voir, en fait on obtient de manière gratuite de la traçabilité sur toutes les transactions parce que n'importe qui peut voir qu'il s'est passé cette transaction entre vous et moi. C'est pas quelque chose qui était forcément le but. Et il y a certains protocoles nouveaux qui essayent d'enlever ça, en fait, d'enlever la traçabilité des transactions, mais en gardant cette confiance où on est sûr, comme si on se basait sur PayPal, qu'on n'est pas capable de faire de double dépenses. Mais c'est vrai que dans certains cas d'usage, la traçabilité elle est très intéressante. Donc c'est ça, c'est très clair. Alors en quoi Ethereum se distingue légèrement ou apporte des solutions différentes ou des outils différents pour justement travailler avec ce concept blockchain ? Alors, parce que tu as beaucoup parlé de Bitcoin. Alors, bien sûr. Alors c'est le mot que tout le monde connaît évidemment. Mais... Exactement. Mais je pense que la meilleure façon de le comprendre, c'est de regarder l'histoire en fait des crypto-monnaies. Et quand on commence avec Bitcoin, en fait, il y a une période où pendant 2-3 ans, il n'y a que Bitcoin qui existe. Et du coup, tout le monde se dit super, on a une monnaie numérique, on va pouvoir faire des transferts d'argent sans passer par les banques, on n'a plus besoin des banques, etc. Et après, les gens ont commencé à se dire tiens, j'aimerais bien faire quelque chose de plus, faire un transfert de valeur qui n'est pas monétaire. Par exemple, il y a des gens qui ont commencé à faire les noms de domaine. Donc quand vous allez sur un site, si vous allez sur GoDaddy et que vous achetez un nom de domaine, en fait, ce que vous faites, c'est demander à GoDaddy de dire à tout le monde que ce nom de domaine vous appartient. Donc, je ne sais pas si vous achetez... Oui, des noms de domaine, on en a plein, oui. Voilà, c'est ça. Et en fait, il y a des gens qui ont commencé à se dire, mais pourquoi on a besoin de cet intermédiaire au milieu ? Pourquoi on ne ferait pas ça sur une blockchain ? Et pourquoi on ne pourrait pas se transférer des noms de domaine ? Et du coup, ces gens-là ont dit, bon, on va prendre Bitcoin et on va le changer un petit peu et on va faire des noms de domaine. Et ils ont créé en fait une nouvelle blockchain. Donc maintenant, vous n'avez plus seulement Bitcoin, mais vous avez Bitcoin et vous avez Namecoin, par exemple. Et ensuite, d'autres gens ont commencé à avoir d'autres cas d'usage, et on s'est retrouvé en fait comme avec plein de petites planètes comme ça, qui étaient capables de faire une chose en particulier, mais qui savaient absolument pas se parler l'une à l'autre. Ce qui fait que si on voulait, par exemple, acheter un nom de domaine en Bitcoin, c'était pas possible. D'accord. Et en fait, Ethereum est un peu arrivé par-dessus en se disant, plutôt que d'avoir plein de planètes comme ça, on pourrait plutôt avoir une blockchain qui est capable en fait, de s'adapter à tous les cas d'usage, c'est-à-dire en fait, qui est très 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 générique. Et en fait, tout le monde serait sur la même blockchain, dans le même univers, tout le monde utiliserait le même système, et par-dessus, chacun pourrait construire en fait ses applications comme on construit les différents sites web sur Internet. D'accord. Et c'est ça que fait Ethereum, et ce que Ethereum approche, c'est le fait que justement, si maintenant sur Ethereum vous faites une application qui permet d'acheter des noms de domaine et que vous faites une application qui permet de transférer de l'argent, mais en fait ces deux applications peuvent potentiellement communiquer. Elles peuvent communiquer, elles sont faites pour communiquer. D'accord. Et ça permet d'avoir des cas d'usage qui sont beaucoup plus puissants que simplement des cas d'usage qui seraient complètement dans des silos en fait. Okay. Donc les silos que l'on connaît dans des tas de situations, finalement là au niveau d'Ethereum, on a une interopérabilité qui s'est créée dans la genèse même. C'était la genèse même d'Ethereum de créer un outil qui allait permettre de l'interopérabilité en utilisant une technologie blockchain. Exactement, c'est une plateforme. C'est une plateforme contrairement aux blockchains précédentes qui étaient elles-mêmes des applications. Ce qui rend le travail du développeur plus facile.
Exactement, et en fait c'est un des facteurs clés de succès d'Ethereum, c'est le fait que plutôt que d'avoir eu comme cible les utilisateurs directement, donc les gens qui achèteraient des noms de domaine ou qui transféraient du Bitcoin, la cible d'Ethereum depuis le départ c'était les développeurs. Ouais. Et la force principale d'Ethereum c'est cette communauté de développeurs qui en fait utilise le système et construit des applications par-dessus cette plateforme-là et qui crée en fait la valeur d'avoir toutes ces applications-là plutôt que de les avoir de manière séparée ou de se concentrer sur les utilisateurs. Je crois qu'on a Je crois au que c'est moins plus clair. Hein. décortiqué, pour ceux qui ne connaissaient pas blockchain et Ethereum, justement, je pense qu'aujourd'hui, là maintenant, c'est plus clair. On a d'autres personnes qui vont nous parler de cas d'usage juste derrière toi. Donc à mon avis, on va rentrer dans le dur. Oui, et dans ça, des ça choses va qui être seront peut-être moins compréhensibles. intéressant, on pourra faire moins du replay, compréhensible, du mais replay. faites un replay sur tout ce qu'on vient d'entendre parce que je pense que ce sera plus clair pour vous tous. Merci à toi pour ta dispo Bah, de rien. Ouais, alors, et merci, très bon Thibaut. salon. Donc maintenant, on se retrouve avec Maxime parce que c'est vrai que blockchain, Ethereum, c'est très bien, mais on a envie de parler de use case, c'est-à-dire aujourd'hui, que connaît le grand public? C'est pas les gens qui viennent ici, mais ils connaissent les crypto-monnaies. Mais il y a des use cases forcément passionnants et qui prévoient de l'avenir et qui va beaucoup changer. Et aujourd'hui, tu nous les présentes. Oui, tout à fait. Alors nous, chez Blockchain Partner, on a travaillé sur beaucoup de use cases, notamment sur de la traçabilité, sur de la certification, donc tout ce qui est certification de documents. Si vous avez un conflit un jour avec quelqu'un avec qui vous avez signé un contrat, vous pouvez ancrer le contrat dans la blockchain pour permettre justement de vérifier que le contrat avait bien été signé par les deux parties. Donc voilà, ça c'est un des premiers use cases de la blockchain qui fonctionne très bien aujourd'hui et qu'on est capable de réaliser, et que n'importe qui est capable de réaliser avec une simple transaction Ethereum finalement, juste en hachant le fichier qu'on veut vérifier. Il y a beaucoup de use cases qui sont en train d'être développés, faut être honnête. Aujourd'hui la blockchain ça marche, on est au début, surtout Ethereum, il y a beaucoup de choses à faire encore au niveau protocole. Mais il y a beaucoup de use cases qui se développent, il y a beaucoup de tokens qui sont en train de monter. On a de la publicité par exemple en ligne, décentraliser la publicité. Tous les endroits où il y a finalement un intermédiaire, un tiers de confiance qui a une position un peu trop grosse finalement, on va essayer de le décentraliser, et de l'enlever et de lier finalement tous les participants d'un réseau ensemble. Alors le tiers de confiance, parfois, il amène quand même de la valeur. Tout à fait. Mais dans certains cas, le tiers de confiance peut être remplacé dans la blockchain. Par exemple, on parlait de certification de documents. Oui. Aujourd'hui, on ne peut pas remplacer un notaire parce qu'un notaire a plein de fonctions, c'est-à-dire Bien sûr. vérifier toutes les vérifications nécessaires pour lui est à certifier. disposition, ouais. Mais pour des use cases plus simples, on n'a plus besoin de ce tiers de confiance qui va vérifier quelque chose. Donc on peut se servir de la blockchain pour ça finalement. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a beaucoup dit au début du blockchain, justement, de la blockchain, que les notaires, etc., allaient disparaître, que ça les impactait énormément, les comptables, tous les tiers de confiance. Finalement, tu nous dis, toi, au travers de ta réflexion, que dans une certaine mesure, mais pas forcément totalement. Alors, en tout cas pas à l'heure actuelle. On pense que surtout les tiers de confiance actuels vont changer de modèle finalement. Et toutes les plateformes où c'est assez centralisé, on parlait d'Uber, etc. au tout début de la blockchain finalement. Uber, leur valeur ajoutée, c'est vous amener un conducteur qui est de confiance, qui est certifié Uber, et avoir des utilisateurs d'ailleurs qui sont notés maintenant sûr, et qui sont de bonne qualité aussi. Donc vous n'allez pas pouvoir mettre en relation n'importe qui avec n'importe qui avec la blockchain non plus. Il va falloir trouver des services qui marchent et qui correspondent aux clients. Oui, en fait, les plateformes qui existent aujourd'hui vont muter légèrement leur modèle économique et vont s'associer, en fait, vont utiliser la blockchain pour faire une partie du service qu'aujourd'hui ils font directement. On va changer des systèmes d'information parce que ça sera plus transparent et on aura moins de problèmes. Mais on ne va pas révolutionner tout du jour au lendemain. On va le faire petit à petit sur des use cases bien précis et on commence à incrémenter. Et après, peut-être que si la société est prête, parce qu'il y a aussi un problème sociétal à mon sens, Bien sûr, on pourra décentraliser un tas de choses. Mais aujourd'hui, je ne pense pas que la société soit prête encore pour ce genre de choses. Supprimer des banques, etc. Il y a plein de gens qui ont besoin de banques. Aujourd'hui, si vous avez des fonds en crypto-monnaie, le premier use case finalement de la blockchain, c'est la crypto-monnaie, mais vous perdez vos crypto-monnaies, votre accès à votre compte, vous perdez tout finalement. Et aujourd'hui, on ne peut pas se permettre ça dans la société actuelle. Si quelqu'un va à la banque aujourd'hui et qu'il a perdu son mot de passe d'espace personnel, on le recette, quoi. Et ça, c'est pas encore possible réellement sur la blockchain. Est-ce que vous travaillez aussi sur des use cases qui sont très proches des marques? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une marque, moi j'achète une montre de luxe, qu'est-ce que j'ai un petit certificat de garantie, alors qu'aujourd'hui, la garantie avec la blockchain pourrait quand même permettre d'aller plus loin au niveau de la traçabilité d'un produit de luxe ou produit de bonne facture, que ce soit voiture, que ce soit sac Vuitton peut-être, parce qu'on est au pays du luxe.
Alors, c'est des use cases qui arrivent et des grandes marques sont vraiment intéressées par ça. On a vu Carrefour qui a beaucoup communiqué là-dessus. On ne sait pas où ils sont vraiment techniquement, mais c'est un use case qu'ils étudient. Et on sait que la grande distribution aussi étudie vraiment le sujet. Nous, on a travaillé avec des acteurs dans ce sens-là pour tracer des matériaux ou des composants d'un produit final. Et en fait, l'idée, c'est de montrer à la fin le parcours du produit, de la traçabilité de la création avec un jusqu'à la QR matière code première. sur le produit. Et ça, c'est des use cases qu'on arrive à faire, mais il y a des problèmes au niveau physique, c'est-à-dire que vous allez présenter à l'utilisateur finalement les étapes, mais vous n'allez pas forcément lui assurer que le produit n'a pas été altéré finalement. Bien sûr. Donc en fait, voilà, donc il y a des contraintes techniques physiques aujourd'hui qui ne sont pas du ressort de la blockchain qui font qu'on a encore beaucoup de travail à faire, mais on est dans la bonne direction finalement. Et il y a beaucoup d'expérimentations en ce sens qui commencent à très bien fonctionner et qui vont faire réfléchir beaucoup d'autres acteurs qui sont en train quand même de voir que la révolution plus ou moins arrive. Et de ton avis ou de ton expérience sur ces types de technologies, est-ce qu'aujourd'hui tu entrevois une révolution plus forte que celle qu'aurait pu apporter dans la transformation l'intelligence artificielle, ou est-ce que tu penses que ça va révolutionner d'une autre manière ? Parce qu'on parle souvent des deux l'une à côté de l'autre parce que ce sont deux transformations récentes de technologies de rupture qui nous amènent à entrevoir un avenir de sociétés différents. Je pense que il n'y a pas vraiment de comparaison possible entre les deux pour le coup. Je pense que d'ailleurs il y a beaucoup de projets blockchain qui essayent de servir de l'intelligence artificielle, donc on le verra plus en cohésion complémentarité. Et après, je pense que la blockchain a un aspect qui est un peu plus grand public finalement, parce que la crypto-monnaie, c'est disponible pour tout le monde. Aujourd'hui, aller coder un robot ou faire de l'intelligence artificielle, n'importe qui ne peut pas le faire. Il faut se former, il faut avoir des compétences techniques. Vous voulez acheter du Bitcoin aujourd'hui, c'est assez simple finalement. Oui. Donc, et les gens vont pouvoir plus le matérialiser. Que l'intelligence artificielle reste beaucoup plus floue. Voilà, et l'intelligence artificielle va beaucoup aider les entreprises dans plein de domaines pour automatiser les process, faire moins de choses manuellement, etc. et être plus productif finalement. Mais moi, je vois la blockchain vraiment comme quelque chose de plus grand public que l'intelligence artificielle. Mais ça va causer des disruptions, comme on dit aujourd'hui, assez importantes. Mais ça veut dire qu'il faut que les use cases soient vraiment user-friendly. Voilà, et c'est un gros problème aussi de la blockchain aujourd'hui, c'est que vous voulez envoyer des tokens par exemple, on parle de tokenisation, etc. Apprendre à n'importe qui d'envoyer des tokens, ça prend du temps, c'est compliqué, et comme je vous dis, il n'y a pas de banque centrale aujourd'hui, donc il n'y a pas de banque, donc vous perdez vos tokens, vous avez tout perdu finalement. Ce qui est arrivé à quelqu'un, ou alors c'est une rumeur, mais on a vu ça, qui avait perdu sa clé avec ses plusieurs millions dessus. Je le connais, je le connais. C'est donc Bon, pas une rumeur. salut. Effectivement, il est toujours en vie. Il est très bien en vie, il n'y a pas de problème, mais bon, c'est vrai que c'est décevant, oui. En plus, c'était même pas de sa faute, c'était qu'on avait des exchanges au début qui étaient assez noirs finalement, on savait pas trop comment ça se passait. C'était le tout début de Bitcoin, il fallait être vraiment courageux à l'époque, en 2011, pour aller investir, envoyer de l'argent au Japon dans un endroit qu'on ne connaît pas vraiment. Voilà. Et les banques laissaient faire à ce moment-là. Aujourd'hui, plus trop. C'est un peu plus compliqué. Mais non, je pense qu'il le vit bien. Il le prend avec philosophie, je pense. Alors, ce qui est intéressant, par contre, pour terminer, c'est ce Ethereum finalement aujourd'hui presque se passe de la crypto-monnaie. On essaie de s'en dégager et de considérer ça comme une technologie à part entière. Ouais, un protocole à part entière. Ça marche plutôt bien quand vous voulez faire une blockchain privée finalement. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ont un problème aussi, c'est qu'elles ont besoin de confidentialité sur leurs données. Et aujourd'hui, c'est pas possible de stocker de la donnée confidentielle sur une blockchain et donc pas sur Ethereum finalement. Sur Hyperledger, c'est un peu différent, mais la confidentialité, on est vraiment au tout début finalement sur la blockchain. Et on a ce problème-là. Et la blockchain privée résout un peu ce souci en laissant un accès limité à certaines personnes, uniquement à des acteurs forts du réseau. Ça va permettre aux entreprises d'expérimenter avec ça et de se passer de la crypto-monnaie. Parce qu'une fois que vous avez une blockchain privée, l'Ether que vous utilisez, parce qu'il y a toujours de l'Ether sur une blockchain privée, ne vaut rien, vu que vous l'avez créé vous-même et qu'il est utile que pour les acteurs du réseau. Et c'est la grosse différence avec d'autres protocoles, et notamment d'autres crypto-monnaies. Ouais, c'est la différence, mais en fait, je pense qu'à terme, n'importe quel projet pourrait déployer des environnements privés. Bon, Ethereum, avec l'entreprise Alliance, met un gros accent parce que Ethereum a compris que finalement, la crypto c'était bien, que le grand public c'était intéressant, mais que les entreprises aussi, c'était un marché très important et que la révolution passera par ça aussi. Et donc, on a tout le développement d'environnements privés avec Quorum aussi, qui est le fork de JP Morgan.
Et Ethereum qu'aujourd'hui, demain, si vous voulez dans votre maison par exemple déployer une blockchain, vous pouvez le faire assez facilement sans crypto-monnaie. Oui, donc pour faire plus simple ou peut-être un peu caricatural, avec Ethereum, on peut se passer d'infrastructure puisque finalement on a un framework à disposition des développeurs. Voilà, et puis c'est open source, donc vous pouvez aller, si ça vous intéresse, aller le modifier, aller faire les changements qu'il veut. Bon, je pense que ça prend un peu de temps de se familiariser avec la chose, mais non, c'est une idée reçue. mais voilà, mais avec un peu de talent, on peut y arriver. Hein. Bien sûr. Où est-ce qu'on peut te retrouver, suivre ton actualité, suivre tes projets? Et moi j'ai un compte Twitter qui s'appelle Maxime HG, parce que mon nom est beaucoup trop long, du coup on l'a synthétisé. On l'a pas prononcé. Voilà, again On pour n'a le pas c'est- osé. Non, ouais, c'est compliqué. Et sinon, chez Blockchain Partner, voilà, on a plein de choses. On a plein de choses en cours. On accompagne pas mal d'ICO et on fait pas mal de projets. Et nous, on est très content d'être ici parce que cette conférence qui est organisée à la fois par l'Asset, qui est un gros acteur de l'écosystème français sur Ethereum, et soutenu par des grands noms comme Consensus. On est vraiment très content d'être ici parce que on voit des conférences vraiment inspirantes finalement et vraiment très intéressantes et en rencontre du beau monde. Et il y avait, pour finir juste, il y avait un talk ce matin d'introduction qui disait faut qu'on soit gentils les uns envers les autres. Et je pense que c'est vraiment que comme ça qu'on avancera. Et je pense que les projets qui avancent, c'est les projets où la communauté se rassemble plutôt que se divise. Il y a eu déjà beaucoup de divisions dans Ethereum et je pense qu'en France, on peut donner l'exemple et se rassembler tous ensemble autour d'un projet commun. Bah en tout cas, ça se ressent parce que bon, on est arrivé il y a quelques heures, il y a une grosse énergie. Ouais. On sent que c'est très positif et ça, c'est quand même extrêmement sympathique quand on participe à un Tout gros à fait. event. Et puis les données et l'Internet, bon, c'est un peu outre-Atlantique, ils sont partis, mais les mathématiciens sont français, et puis les transactions et la blockchain, c'est peut-être le moment de l'Europe, et puis aussi particulièrement de la France. Voilà, et là, il y a une mission parlementaire à l'Assemblée nationale sur la blockchain, justement, où on participe et on encourage vivement les élus à prendre les bonnes décisions parce que c'est un moment critique pour la France au niveau international si on veut faire les choses correctement. Donc voilà, on participe à cet effort-là et toute la communauté, comme vous pouvez le voir et vous allez le voir Bien encore, sûr. y participe. Super. Et ben merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bonne continuation. Et À merci. très vite. À très vite. Sajida, bonjour. Bonjour. On te retrouve ici sur ce gros event autour de la blockchain. En quelques mots, présentation, ce que tu fais, tes domaines de spécialité. Et je crois que tu voulais nous présenter aussi un use case plutôt précis sur le 3.0. Tout à fait. Donc, je m'appelle Sajida Zouari, j'ai un profil d'ingénieur et de doctorante en informatique. Et actuellement, je travaille en tant que blockchain architecte à Consensus sur un projet qui s'appelle Ligna. D'accord. Que tu as déjà présenté dans plusieurs vidéos. Tout à fait. Mais qui, je pense, nous intéresse beaucoup. Donc en fait, pour commencer, il faut expliquer quel est l'état actuel du web. Aujourd'hui, on est dans un web qu'on nomme Web 2.0, où on a des données qui sont en silo et contrôlées par des acteurs du digital qui conservent nos données jalousement, qui ont du mal à nous donner de la transparence sur l'usage qui en est fait et qui excluent totalement l'utilisateur de la chaîne de valeur qui est créée à partir de ces données. Avec la blockchain et les technologies décentralisées, on pense qu'on a une opportunité aujourd'hui de transitionner vers le Web 3.0. Et donc aujourd'hui, c'est sur ça que je travaille. Et donc le projet Ligna vise à redonner le contrôle à l'utilisateur sur ces données. Donc l'objectif, c'est de créer un protocole qui va permettre aux utilisateurs de gérer leurs données de manière totalement autonome, sans pour autant freiner la circulation des données. Au contraire, on pense que grâce à Ligna, on va pouvoir augmenter le potentiel de cas d'usage et de business autour des données, sans que ça soit uniquement réservé à une élite ou aux GAFA. Donc, ce qui est intéressant, c'est que dans cette période extrêmement où la donnée est présente, parce qu'on parle beaucoup du RGPD du 25 mai, sur le fait que la réglementation se mette en place. Alors, ça ne tombera pas comme un coup près, mais globalement, il y a quand même une volonté des 28 de se positionner sur une même réglementation. Toi, par rapport à ça, tu es RGPD friendly par défaut. Oui, alors ce qui est intéressant quand on crée un protocole à cet instant T, c'est qu'on sait que la RGPD est en train d'arriver. Et nous, on se voit vraiment comme un facilitateur du Web 3.0 pour les gens qui veulent développer des applications. Donc, c'est notre mission que d'être compliant, justement, avec la RGPD par défaut. Donc, notamment les critères de privacy by design qu'on va intégrer. Et donc, pour nous, c'est aussi l'opportunité de dire aux applications qui veulent se développer sur Ligna, nous, on va vous fournir une architecture qui est propre. Et donc vous allez pouvoir de manière sans complication, vous allez pouvoir construire au-dessus de ça et vous allez être vous aussi compliant. Donc quelque part on fait le travail une fois et on donne ça à la communauté. Très bien. Est-ce que en une phrase ou un use case plus précis, tu pourrais dire à des personnes qui ne connaissent strictement rien à la blockchain, globalement ta solution elle pourrait se résumer comment? Et
Et Là, comme ça. Et là, Ça s'appelle et- la et- question piège. la question piège, Et alors, la comme ça, on patate meuble un chaude. petit peu, ça te donne le temps de Voilà. réfléchir. Globalement, parce que la c'est vrai que façon nous, de le formuler. on a beaucoup de personnes qui regardent et qui s'intéressent de très près, et qui connaissent parfaitement ces protocoles, qui connaissent le blockchain, mais globalement, quelqu'un qui s'y connaîtrait pas et qui connaîtrait peut-être même pas blockchain, ce serait quoi la phrase qui pourrait lui dire c'est ça ma solution? Mais je pense que je vais repartir d'un exemple. Parfait. Si on prend le cas de l'identité. Aujourd'hui, l'identité telle qu'on la connaît, elle est gérée par les gouvernements. Oui. Ça, c'est la première idée qui vient en tête. Alors que dans la réalité, l'acteur qui gère le plus d'identité aujourd'hui, c'est un Facebook, un Google, quand on regarde le nombre d'utilisateurs Totalement. qui utilisent ce qu'on appelle le single sign-on. Donc là, on est en train de voir notre identité nous échapper. Donc pour moi, si on pouvait faire en sorte que les gens comprennent que les données ne sont pas juste à eux, mais sont Oui, font partie bien sûr, de notre intégrante, être, voilà. Et bien à ce moment-là, on pourrait les faire transitionner vers un web 3.0 dont l'INIA serait le facilitateur. Donc si je devais décrire l'INIA, c'est un facilitateur de l'adoption de web 3.0 avec à la fois un effort technologique sur la construction d'un protocole, mais également un effort sur l'expérience de l'utilisateur. Parce que si on n'arrive pas à gagner le challenge de l'UX, donc de l'expérience utilisateur, les GAFA vont toujours nous précéder. Puisque et c'est comme ça, c'est l'être humain. C'est toujours beaucoup plus attractif de cliquer sur un bouton et d'accéder à un service que de faire tout ce qui est demandé aujourd'hui dans la blockchain, à savoir la création d'un portefeuille électronique avec des clés. Donc il faut qu'on gagne le challenge de l'UX si on veut vraiment créer une société telle qu'on l'imagine. Et aujourd'hui, ce challenge, vous y travaillez à horizon d'une année, 2 années, 5 années. Tu penses qu'il y a vraiment des use cases concrets qui vont pouvoir séduire et donc être adoptés par des utilisateurs comme nous qui sommes néophytes et justement qui veulent de la simplicité dans les use cases qu'ils plébiscitent. Alors on a un agenda ou un calendrier assez intense. Donc on va livrer du code cette année. On travaille sur plusieurs versions actuellement du protocole. Donc il y aura quelque chose à mettre entre les mains des gens. On a lancé ce qu'on appelle un Bounty Challenge, donc avec une récompense à la clé, pour toute personne qui souhaite créer une application décentralisée au-dessus des smart contracts, donc de ces programmes blockchain qu'on a mis à disposition. Et donc les personnes qui seront motivées pour faire ça peuvent venir toucher au protocole, toucher au smart contract et co-construire avec nous le projet. On est vraiment dans un effort de collaboration et on pense que c'est en réunissant les efforts de tous et même d'autres projets qui visent à peu près les mêmes objectifs qu'on arrivera à mener à cette apparition de Web3 qu'on attend tous. D'accord. Et si je devais donner un cas d'usage blockchain, parce que c'est important, par exemple dans la santé, moi je travaille sur un projet qui s'appelle Kidner. C'est une plateforme décentralisée de matching pour la transplantation rénale. Je ne sais pas si vous connaissez le principe du Kidney Paired Exchange, du don croisé de rein. Donc ça veut dire que quand 2 personnes arrivent et une personne est en insuffisance rénale, a besoin d'un rein, et que son parent ou son proche veut lui donner son rein, mais que malheureusement ils ne sont pas compatibles, souvent c'est la fin de l'histoire pour eux. Et nous, ce qu'on veut, c'est leur redonner une chance. Donc ils vont pouvoir s'inscrire sur cette plateforme décentralisée et être matchés avec d'autres pairs qui sont dans la même situation. Et donc potentiellement, ce qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir trouver de manière plus probable et plus fréquente des correspondances. Donc plutôt que d'avoir des gens qui attendent 8 ans en dialyse, incapables de travailler dans une entreprise, donc qui ne contribuent pas à l'économie du pays, incapables d'avoir une vie sociale, donc c'est très difficile pour la famille, bien là on va les réintégrer. Et pourquoi la blockchain ? Parce que c'est une question qu'on nous pose. On a 2 raisons d'utiliser la blockchain. La première, c'est pour la gouvernance. Si on veut que Kidner ait l'efficacité que je viens de décrire, il faut créer le pool, donc la base la plus large possible. Donc forcément une base de données distribuée avec des hôpitaux de plein de pays. Or, un hôpital ne va jamais accepter de dire faisons une base de données centralisée aux US et la France et d'autres pays vont commencer c'est impossible. Non. Donc on utilise la blockchain comme outil de gouvernance pour mettre tout le monde autour de la même table. Sur le plan technique, on utilise également la blockchain puisqu'on a besoin d'avoir une preuve qu'un match a été trouvé, une preuve irrépudiable pour éviter la corruption, les gens qui passent devant d'autres personnes parce qu'ils ont des connexions, parce qu'ils ont des moyens. Et donc on pense que la blockchain peut être un outil d'intégrité fort pour ce cas d'usage-là. Et dans ce cadre-là, j'ai été contactée également par l'OMS, donc qui s'intéresse beaucoup au trafic d'organes. C'est ce que j'allais te poser comme question, parce que voilà, l'authenticité, c'est pas forcément l'authenticité, c'est aussi le trafic d'organes. Bien sûr. Mais on pense que, en tout cas eux, ce qu'ils recherchent, et c'est dans ce cadre-là qu'on a été sollicité, c'est de voir comment la blockchain peut apporter une solution en termes de traçabilité des transplantations qui ont lieu. Donc peut-être avoir une vision bout en bout des chaînes, mais vraiment bout en bout, permettra de surveiller les risques de trafic. Et donc
pour nous, ici la blockchain, et c'est rare de l'avoir comme ça, vient aussi au service des gouvernements, vient aussi au service des institutions un peu installées. Un peu plus lourdes et effectivement qui sont le régalien que l'on Le connaît. régalien qu'on Bien connaît, sûr. qui n'est pas forcément par nature, et on a ce réflexe-là, opposé. Bien la sûr, blockchain. totalement, bien Voilà. sûr, bien sûr, totalement. Mais on en parlait tout à l'heure, avec Maxime, je crois, c'était sur l'outil de garantie que pouvait être la blockchain. Alors, on en parlait de façon marketing et commerciale, mais là, dans la santé, c'est un outil de garantie de la même façon que Chanel pourrait garantir un produit, que Vuitton pourrait. Bien Et bien sûr. là, on va garantir des organes, on va avoir des banques décentralisées qui vont à l'échelle mondiale pouvoir fournir des informations rapidement. Et alors, quelle économie justement pour les Non, mais différents systèmes quelle sociaux. économie d'énergie aussi. Non, économie d'énergie. Enfin, économie, pas comme tu l'as énergie dit, tu de vois, l'énergie de production, les gens mais qui restent pendant des années en bien sûr. dialyse, qui sont désocialisés. Totalement. C'est la difficulté une pour économie toi. Enfin, humaine. C'est-à-dire, énorme, c'est on une économise économie toute l'énergie colossale, humaine à colossale. perdre du temps, Ah ouais. de peur, de contraintes, le facteur anxiogène Je de suis l'opération, sûr que etc. personne ne l'a chiffré. Tellement inchiffrable, c'est bien sûr. diffus, cette Faut mieux pas. perte Non, d'énergie qu'il y a à chaque fois que tu as quelqu'un qui est malade et qui rentre dans un Tout à cycle fait. très très long en attente de transplantation. Super. Où est-ce qu'on peut te retrouver, suivre tes projets et suivre l'avancée de tous les projets sur lesquels tu bosses? Alors que ça soit pour Ligna ou Kidner ou d'autres projets que j'ai, vous pouvez me suivre sur Twitter. Oui. Donc c'est @sage_JZ. Bon, Je on pense vous, que on vous le mettra en sous-titre. ouais, hein. je pense que c'est mieux. Voilà, et donc sur Twitter, j'annonce toutes les news intéressantes. Super. Et je suis Et on peut te je suis retrouver là s'il y a des aussi questions. beaucoup sur YouTube. J'ai vu pas mal Apparemment, d'interviews, des choses comme ça. apparemment. Oui. Quand on prépare, effectivement, Ouais, j'en ouais. avais vu. Voilà. Ok. Et ben merci beaucoup. Merci à vous. Et puis bonne continuation dans tes projets. Merci. Merci beaucoup. Alors Mathieu, on reçoit Simon qui va nous parler d'autres cas d'usage et d'autres éléments qui vont nous permettre de comprendre encore un petit peu mieux. Et en plus, je crois que c'est dans le domaine financier. Mais tu vas te présenter déjà parce que nous, on va pas tout dire avant. hein. Alors, donc je suis Simon Pollereau. Je suis donc le fondateur de Ethereum France, site d'information sur Ethereum. Et par ailleurs, je travaille aujourd'hui pour une société qui s'appelle Variable, qui est en train de développer des produits financiers sur Ethereum. Donc en utilisant les actifs blockchain pour créer un nouveau type de produit financier. Voilà, en 2 mots. Et donc moi, alors, aujourd'hui, donc je voulais parler des cas d'usage financiers oui, totalement. autour de la blockchain, puisque c'est en fait, ce sont en fait les cas d'usage les plus développés aujourd'hui. Alors quand on parle de produits financiers, oui. l'imaginaire collectif, c'est quoi Tout à fait. Alors, matériellement parlant. Oui, parce que Cas pour d'usage, l'instant, oui, voilà, la Tout à blockchain, fait. c'est financier parce qu'on entend Bitcoin. Mais là, on est sur des cas d'usage financiers, pas Et- sur de la monnaie. Exactement. Bah alors, c'est un peu, voilà, c'est C'est un peu déjà les le deux. bazar. Voilà, c'est-à-dire que C'est là où il va falloir être clair. c'est un peu plus compliqué que ça. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que la blockchain, effectivement, de base, a été créée pour des raisons, alors on dit monétaires aujourd'hui, mais en tout cas, c'est un usage de valeur, créer de la valeur et pouvoir l'échanger. Le Bitcoin, premier cas d'usage, c'est créer ce qu'on a appelé une crypto-monnaie, donc un actif numérique, purement numérique, qu'on peut échanger, qu'on peut, voilà, de façon décentralisée, sans tiers de confiance, etc., etc. Et ça, c'est ce qui fait aujourd'hui la valeur de la blockchain. Et c'est sur ce cas d'usage primitif que se sont développés tous les autres cas d'usage financiers autour de la blockchain. Parce qu'à partir du moment où on a numérisé la valeur, on peut aller un peu plus loin, c'est-à-dire programmer les transferts de valeur et potentiellement programmer des choses qui existent dans le système financier traditionnel, bien sûr, déjà. Par exemple, des plateformes d'échange, des produits dérivés, des choses comme ça. Donc, quand je parle de cas d'usage financier de la blockchain, ça inclut à la fois les actifs financiers eux-mêmes, donc c'est-à-dire les bitcoins, les ethers de la blockchain Ethereum et tous les tokens, c'est-à-dire les actifs financiers qu'on peut émettre sur la blockchain et tous les cas d'usage qui sont autour. Donc peut-être pour donner un petit panorama, donc on a aujourd'hui plusieurs milliers de blockchains, enfin plus d'un millier de blockchains qui existent, qui ont toutes une crypto-monnaie. Donc déjà à la base, tout ce qui fait fonctionner la blockchain, ça inclut une crypto-monnaie qui est une forme d'actif financier en réalité, puisque c'est quelque chose qui est transmissible et qui a de la valeur. Et maintenant, les blockchains un peu plus évoluées, notamment Ethereum, permettent de créer des actifs supplémentaires. Donc chaque personne qui le souhaite peut créer un actif très simplement en utilisant les smart contracts. Et cet actif, ensuite, ils peuvent en disposer, l'échanger avec des tiers et leur donner un lien particulier avec un projet ou un lien particulier, une fonction particulière
en programmant cette fonction en fait. Donc ça c'est tout ce qui fait l'écosystème de la valeur numérique autour de la blockchain. Et puis alors évidemment autour de ça, à partir du moment où on a cette valeur, se développent effectivement les plateformes d'échange, etc. Et ça, c'est finalement en 2 mots, c'est recréer en utilisant les caractéristiques techniques de la blockchain avec transparence, absence de tiers de confiance, etc. Un système financier qui est très proche en fait du système financier traditionnel. Donc on a, vous avez Euronext qui est la bourse des titres financiers, actions, obligations, etc. Vous avez des plateformes qui sont des plateformes blockchain qui vont permettre d'échanger de la valeur blockchain, donc la valeur décentralisée, notamment des bitcoins, des ethers et d'autres tokens sur la blockchain. Et puis de la même façon, on peut créer des produits financiers classiques, c'est-à-dire des produits dérivés, des options, des futurs, des warrants, etc. sur la blockchain avec les actifs blockchain. Donc c'est-à-dire que ce sont par exemple, vous allez rentrer dans un dérivé où le sous-jacent sera de l'Ether, par exemple. Et vous allez, le dérivé est totalement programmé en smart contract, donc on bénéficie des caractéristiques particulières de la blockchain pour les appliquer sur des produits financiers traditionnels, en 2 mots. Est-ce que l'on pourrait imaginer que quand je suis détenteur d'un produit financier, exemple une action d'une société X ou Y, finalement, la propriété de cette action, elle est, je vais dire, ça n'existe peut-être pas, blockchainisée. C'est-à-dire que finalement, je n'ai pas cette action que je l'ai achetée par rapport à un tiers de confiance qui est ma banque ou mon agent de change, elle est directement blockchainisée, donc je suis propriétaire d'une action totale et la certification de ma propriété, elle est dans la blockchain et je peux vous la céder, je peux vous la vendre, etc. Oui, alors tout à fait. C'est d'ailleurs un cas d'usage qui a été assez exploré par des institutions financières aujourd'hui. Parce qu'il faut peut-être aussi signaler que les cas d'usage financiers, ce sont ceux qui sont le plus explorés. Hein. De façon générale, quasiment tous les établissements bancaires ont un département blockchain sur lequel ils sont en train de créer, d'explorer différents types de cas d'usage. Et en l'occurrence, le cas d'usage dont tu me parles, qui est donc la blockchainisation, quelque part, des titres financiers, c'est quelque chose qui est assez évident dans le cas d'usage. Après, la mise en œuvre, évidemment, est assez compliquée, mais c'est quelque chose qui peut se faire assez simplement, puisqu'on peut facilement émettre des inscriptions sur blockchain qui représentent ces titres et ensuite les échanger sous réserve évidemment qu'ils aient valeur de preuve et qu'ils puissent être utilisés évidemment dans un conflit ou quoi que ce soit. Il faut évidemment que ce soit opposable sur le plan juridique et ça c'est probablement l'obstacle le plus important. D'accord. Voilà. Bon. Alors, on en a pris plein la gueule. Alors là, on en a pris parce que bon, déjà il faut être habitué à ce que sont aux produits financiers, futurs, etc. Mais ce qui est intéressant, la question qu'on peut se poser, c'est au-delà de ça. Est-ce qu'on est en train de mixer finalement le meilleur des 2 mondes par rapport à ça? C'est quoi ton avis là-dessus? C'est l'objectif, c'est-à-dire que il y a des mauvais côtés au monde financier traditionnel, il y a des mauvais côtés au monde financier blockchain, donc dans les crypto-monnaies, les problématiques de variation de cours, etc. Voilà, on ne va pas nier ces problèmes-là. Mais en même temps, les caractéristiques particulières de la blockchain permettent effectivement d'envisager peut-être un jour d'arriver à une sorte de bon mélange qui permettrait d'avoir un monde financier qui soit un peu plus transparent, un peu plus contrôlé par la technique, en utilisant la technologie blockchain. Donc voilà. Simon, prophète du monde financier idéal. Exactement. Voilà. Bon, et ben c'est sur cette phrase que nous pourrons terminer. Où est-ce qu'on peut te suivre? Alors, tu nous as parlé de ton site, bien entendu, première communauté online sur le réseau Ethereum. Tout à fait. Donc on peut retrouver le lien. Oui, donc ethereumfrance.com, voilà. C'est très tapez simple. ça sur Google et vous tomberez directement dessus. Et puis voilà. Grosse communauté, ça représente à peu près combien de visiteurs visiteurs uniques par an? C'est une grosse communauté très active, ça, oui, ok? Oui, c'est assez. Mais s'il y a des curieux qui se. On est à peu près là sur un rythme de croisière autour de 2-3 000 visiteurs par jour uniques. Ok. Alors par an, bon, faut faire le calcul, j'ai pas le chiffre en tête. On le fera. Avec quand même des variations en fonction de l'évolution du cours. Bien sûr, que ça reste quand même assez. Donc quand c'est comme important. ça, voilà, il y a plein de monde. Quand ça baisse, forcément. Tout le monde gueule. Voilà. Mais oui, ça reste. C'est un site qui est assez visité et sur lequel il y a pas mal d'informations si vous voulez un peu creuser la blockchain en général et Ethereum en particulier. Super. Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez avoir plus d'informations sur toute cette communauté. Simon, et vous allez le retrouver directement sur son site. Merci Simon. Merci. Et très bon salon à toi. Merci. Ciao.
Eh bien voilà, on a rencontré beaucoup de personnes. On a essayé, de démocratiser, démocratiser la blockchain. C'est pas facile parce Hein. que c'est un environnement, on le sait, qui est complexe. Il y a beaucoup d'acteurs. C'était très associé aux crypto-monnaies. C'est aujourd'hui beaucoup plus une techno sur laquelle on s'appuie pour développer de la valeur. On en a beaucoup parlé quand on était à Las Vegas. Et on se quitte avec Alexandre, qui a été pour nous la personne qui nous a permis de rencontrer toutes les personnes que vous avez vues en vidéo. Alexandre, un petit mot pour nous dire où est-ce qu'on peut retrouver les informations peut-être pour l'année prochaine, parce que certains d'entre vous découvrent peut-être cet événement et s'inscriront l'année prochaine. Où est-ce qu'on peut vous retrouver sur Twitter? Et puis est-ce que finalement les objectifs que vous vous étiez fixés au départ sont atteints? Est-ce que vous voulez encore aller plus loin? Voilà, donc on te laisse la parole pour terminer cette superbe émission. Au niveau des excusez-moi. Au niveau des liens, vous pouvez trouver ça sur le Twitter de l'Asset, sur Twitter aussi avec le hashtag #ETHCC. Sur Reddit, il y a les liens des live streams qui pourront du coup être rediffusés. Parce qu'on par peut la tout suite. suivre en live stream. Hein. Pour ceux qui sont encore demain disponibles, tout est disponible en live stream Il y ici. a 4 live streams parallèles, donc il faut faire son Donc choix. en fait, il faudra faire un choix. Voilà. Pourquoi 4? Parce qu'il y a 4 amphis Parce qu'il y a qui 4 diffusent des amphis, conférences en direct. Il y a également une salle de workshop, mais Mhm. on n'a pas live streamé les workshops malheureusement. Oui, parce que là, c'est pour apprendre, Voilà. rencontrer des acteurs qui s'y connaissent déjà, voir où est-ce qu'on peut aller. Exactement. Super. Et donc l'année prochaine, on espère refaire une édition. On va voir comment ça se termine cette année avec l'Asset. Il y a beaucoup de gens qui sont venus de l'international. On est très contents de ça. Pas mal d'associations, pas mal Oui. d'entreprises. Il y a vraiment. Tu as des petits chiffres à nous donner? Parce que bon, Ouais, à l'international, les Français, combien de personnes? Alors, on a. Excuse-moi. Vas-y, pas de souci. On a à peu près entre 800 et 1000 personnes sur site. Ouais. On a 115-120 speakers. Mhm. On a 50 bénévoles, 100 étudiants étrangers à qui on a permis de venir, à qui on a offert le ticket d'entrée à l'événement. Pour participer à l'événement, ouais. Ouais, et puis après des participants. Et puis une grosse énergie, tu vois ce que je veux veux dire, parce que nous, quand on est arrivé, franchement, pour vous dire, on a vu un super. Enfin, je sais pas, ça respirait la bonne entente, ça respirait la joie de vivre. Alors, je sais pas si tout le monde a investi dans les crypto-monnaies et les a revendus au bon moment, ce qui on expliquerait avait- peut-être. On n'avait pas l'impression. Alors, faut pas dire ça. Ouais, mais en tout cas, je peux vous assurer que c'était Ouais. franchement On- énergisant, quoi. On n'avait pas l'impression d'être complètement en Californie parce qu'il pleuvait franchement à Paris. Ah hein. ouais, ouais, ouais. Mais par contre, il y avait cette décontraction. On avait l'impression d'être sur Ouais. un campus d'une grande marque qu'on ne citera pas, avec Exactement. des couleurs multiples. Voilà. Ah, nous, oui, non, on est cool. Et on espère qu'on le restera. Mais en tout cas, franchement, nous, on repart de cet événement avec la banane et une sérieuse envie de se mettre effectivement au développement de smart contracts. Super. Donc je pense que là, en tout cas, on va visiter le site. On vous remettra tous les liens dans la description de cette vidéo. En tout cas, merci encore Alexandre. Merci à tous d'avoir Merci à vous. participé à ces événements, enfin à cet événement qui est la synthèse que vous voyez en vidéo, puisque c'est un modeste apport sur le blockchain. On espère que vous auriez mieux compris aussi la blockchain et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos autour du digital. Salut à tous et bye bye.